Ils pensaient que ce serait juste une autre patrouille pour la liberté de navigation. Le 24 avril 2025, l'USS William P. Lawrence, un destroyer lance-missile, traverse silencieusement le détroit de Taïwan. C'est tôt le matin. La mer est calme. Le ciel est clair, mais la tension est palpable. Puis, la chaîne s'exprime, pas seulement avec des mots, mais avec un communiqué de presse complet du commandement du théâtre oriental de l'Armée populaire de libération. En gros, cela signifie « Nous vous voyons et nous ne sommes pas contents ». L'armée chinoise annonce avoir déployé des forces navales et aériennes pour suivre et avertir le destroyer américain. Les médias d'État diffusent des informations en direct. Des images fuient. Les traces radars sont publiées. Le message est clair. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Mais quelle est la réponse des États-Unis? Silence Radio. Pas de conférence de presse. Pas de tweets dramatiques. Juste le Lawrence qui maintient son cap comme si de rien n'était. Ce que la Chine qualifie de provocation. La marine américaine qualifie de routine. Mais Marty, ce n'était pas une routine. Car ce destroyer ne se contentait pas de faire valoir la liberté de navigation. Il s'avançait directement dans des eaux contestées que Pékin revendique comme siennes. Une manœuvre qui aurait pu dégénérer en quelques secondes, passant de la démonstration de force à l'affrontement. Que s'est-il réellement passé? S'agissait-il d'un accident évité de justesse, d'un coup de semonce, ou de quelque chose de plus grave? Car derrière les gros titres et les déclarations officielles se cachait un jeu du chat et du missile. Et quelqu'un a cligné des yeux. Le Lawrence n'a pas bronché. Alors que les gros titres à Pékin criaient à l'intrusion illégale et aux provocations graves. Le destroyer a maintenu son cap, sans s'écarter d'un pouce de la route prévue. Pas de manœuvre d'évitement, pas d'accélération, juste une traversée régulière et délibérée du détroit. Exactement là où le droit international lui donne le droit d'être. Le message était silencieux, mais sans équivoque. Nous ne demandons pas la permission. Pour la marine américaine, il ne s'agissait pas d'une escalade. C'était mardi. Les opérations de liberté de navigation ou FONUP sont monnaie courante dans les eaux contestées. Elles permettent à la marine de tracer des lignes invisibles dans la mer et de défier quiconque de les franchir. La mer de Chine méridionale, le détroit de Taïwan. Les destroyers américains les ont tous traversés, calmement, légalement et de manière tout à fait délibérée. Et ils ne le font pas seuls. Alors que le Lawrence se déplaçait d'est en ouest dans le détroit de Taïwan, il ne signalait pas sa présence, mais il ne se cachait pas non plus. Son signal radar était clair. Sa balise AIS était éteinte, mais les satellites militaires au-dessus de lui transmettaient en direct des données sur la situation au Pentagone. Des yeux dans le ciel, des oreilles sous l'eau et probablement un sous-marin de classe Virginia quelque part à proximité, naviguant silencieusement sous les vagues. On ne s'aventure pas dans le territoire revendiqué par quelqu'un d'autre sans avoir quelques plans de secours. Et la Chine le savait. Quelques heures après le passage du Lawrence, China Media a diffusé des images prises par un drone. Des clips granuleux montrant un destroyer de type 52D suivant à distance le navire américain. Selon certaines informations, des chasseurs G-16 chinois auraient survolé la zone, des près, mais pas assez pour déclencher une réaction. Les pilotes de l'armée de l'air chinoise aiment s'approcher, mais il y a une limite, et tout le monde la connaît. Car si l'un de ces avions avait volé trop près, si l'un des navires prévus avait tenté de bloquer la route du Lawrence, la situation aurait pu dégénérer rapidement. Les règles d'engagement dans le détroit de Taïwan sont très strictes. Mice fragiles. Une erreur de verrouillage radar. Une manœuvre mal interprétée. Et ce n'est pas une déclaration diplomatique que vous entendrez, mais le système de combat Aegis qui s'active. Et si cela se produit, eh bien, les Chinois ne seraient pas les seuls à regarder. Car il ne s'agit pas seulement de Taïwan. Il s'agit de prouver qui peut naviguer dans les eaux internationales sans demander la permission. Et les États-Unis ne sont pas venus pour jouer les gendarmes. Le Lawrence a terminé sa traversée en moins de 12 heures. Aucun incident, aucune déviation. Mais ne vous y trompez pas. Le silence n'était pas synonyme de paix, mais de pression, qui montait. Et la prochaine étape était déjà en cours. Au moment où l'USS William P. Lawrence disparaissait dans la brume du Pacifique, un autre point de tension s'est allumé, à quelques centaines de kilomètres au sud. De l'autre côté du détroit de Luzon, des navires de guerre étaient en mouvement. Les Philippines et les États-Unis lançaient l'exercice Balakatan, leur plus grand exercice militaire conjoint à ce jour.
Plus de 14,000 soldats, des dizaines de navires, des avions de combat, des batteries de missiles et des répétitions d'assauts amphibies sur terre et en mer. Le timing, ce n'était pas un hasard. Quelques heures après l'annonce par la Chine qu'elle avait suivi et averti le destroyer américain, les Marines américains déchargeaient des systèmes de roquettes HIMARS sur une plage philippine. Une démonstration de force? Absolument. Mais aussi un message à Pékin. Nous ne nous contentons pas de naviguer dans le détroit de Taïwan. Nous construisons des positions de tir juste au-delà de l'horizon. En matière de planification militaire, cela s'appelle façonner l'espace de combat. Et la Chine était attentive. D'autant plus qu'elle venait de montrer sa puissance navale quelques jours plus tôt. Un groupe aéronaval mené par le Shandong, l'un des porte-avions les plus modernes de la marine chinoise, venait de croiser au large de la côte nord des Philippines, bien à l'intérieur de la zone économique exclusive du pays. Cette manœuvre a provoqué une onde de choc à Manille, qui a immédiatement réagi en déployant des patrouilles aériennes et en balayant le ciel avec ses radars. Le message était clair. Nous pouvons vous prendre à revers. Mais les Philippines n'ont pas reculé. Alors que l'APL diffusait des images de propagande de son interception, le commandement américain du Pacifique compilait des données ISR provenant de satellites, de drones et de navires de surface. Chaque manœuvre, chaque survol, chaque navire à la poursuite, enregistré, étiqueté, classé. Et derrière chaque déclaration polie du Pentagone, une question silencieuse était murmurée dans les salles de planification. D'Okinawa à Guam. Jusqu'où la Chine est-elle prête à aller cette fois-ci? Car s'il ne s'agissait plus de jeu de guerre, mais du prélude à quelque chose de pire. Alors chaque mouvement, chaque destroyer, chaque exercice conjoint, chaque déploiement de groupe aéronaval n'était pas seulement une mesure dissuasive, mais une répétition générale. Et au-delà du théâtre politique et des gros titres, l'acier se déplaçait rapidement à travers la mer. Pékin n'a pas bronché, mais il n'est pas resté silencieux non plus. Alors que l'USS Lawrence quittait le détroit de Taïwan et que les forces américaines et alliées intensifiaient leurs exercices au large des côtes, le Parti communiste chinois est passé à la vitesse supérieure. Le commandement du théâtre oriental de l'APL a publié une deuxième déclaration, cette fois plus dure, plus forte, plus direct. Les mots « illégal », « provocateur » et « irresponsable » n'étaient pas des suggestions, mais des accusations. Dans les médias d'État, des présentateurs en uniforme de la marine ont mis en garde contre une infiltration hostile. Les porte-paroles de l'APL ont qualifié le passage du destroyer de démonstration de force dangereuse, destinée à intimider et à perturber la paix régionale. Mais derrière ce langage dramatique se cachait quelque chose de plus froid, la construction d'un récit. La Chine n'était pas seulement contrariée qu'un navire de guerre américain ait traversé ce qu'elle considère comme son territoire. Elle était furieuse qu'il l'ait fait sans demander la permission. Vous voyez, du point de vue de Pékin, le détroit de Taïwan n'est pas une zone internationale. C'est un couloir national, qui fait partie de ce qu'ils appellent leur mer intérieure. Et ils s'efforcent depuis des années de convaincre le monde que les règles y sont différentes, que la liberté de navigation ne s'y applique pas, que les navires de guerre occidentaux doivent obtenir une autorisation pour y passer. Mais le droit international en dispose autrement. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS, que même la Chine a signé, reconnaît le détroit de Taïwan comme une voie navigable internationale. Et les États-Unis, ils le traitent comme une autoroute, au même titre que le détroit de Gibraltar ou la Manche. Ce conflit de définition n'est pas seulement sémantique, c'est une question de doctrine. Car si le monde accepte que le détroit de Taïwan est un territoire chinois, alors chaque passage futur devient une escalade. Un incident diplomatique, une monnaie d'échange. Mais si les États-Unis continuent à naviguer sans être contestés, sans s'excuser, alors le discours de Pékin commence à s'éroder. Et pour l'instant, les États-Unis ne se contentent pas de naviguer. Ils le font alors que leurs alliés régionaux mènent des exercices de tir réels au sud et que des plateformes ISR surveillent chaque centimètre de la côte nord. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une contre-pression. Ainsi, tandis que Pékin diffuse des images de Jet-16 effectuant des patrouilles de combat près de Taïwan et de navires de guerre suivant les destroyers américains, la réalité est moins cinématographique et plus stratégique. Ils essaient de donner le tempo. Mais le tempo est difficile à maintenir quand on est en réaction. Et la Chine, eh bien, elle était en réaction. Réaction au transit.
Réaction aux exercices. Réaction à l'idée que son propre littoral n'était plus un mur mais une fenêtre. Et à travers cette fenêtre, la marine américaine observait. Le détroit de Taïwan est resté calme. En moment où l'USS William P. Lawrence a quitté la partie orientale du détroit, la région ne retenait pas seulement son souffle, elle guettait la prochaine initiative. Pas avec des discours, mais avec des satellites, des sonars, le genre de surveillance que l'on met en place lorsque tout le monde soupçonne qu'un événement majeur se prépare. Car voici la vérité. Ce simple passage n'a pas changé la donne. Il a changé le ton. Il a modifié le rythme. Et en géopolitique, le rythme est important. À Pékin, l'APL a commencé à faire tourner ses effectifs plus rapidement que d'habitude. Des frégates qui étaient à quai pour maintenance ont soudainement pris la mer. Les patrouilles aériennes se sont intensifiées. Même les ferries civiles dans le détroit de Taïwan ont commencé à signaler des interférences radar non identifiées, peut-être des signaux provenant de systèmes d'alerte avancés aériens à la recherche de sous-marins américains. Et du côté américain, le groupe aéronaval 5 n'a pas ralenti. Le Lawrence a rejoint sa formation, qui comprenait le porte-avions USS Carl Vinson, naviguant vers l'est avec un mur d'escorte en acier et des yeux dans toutes les directions. Dans les airs, des P-8 Poseidon survolaient les couloirs de lancement potentiels. Leurs radars embarqués à la recherche de signatures de missiles, de skimmers de surface ou, pire encore, d'SM coordonnées. Et au milieu de tout cela, Taïwan a discrètement renforcé sa posture de défense. Pas de sirène, pas de point de presse, juste des mouvements discrets, davantage de vols d'interception par les avions de la ROCAF, une activité accrue autour des sites radars connus. Les centres logistiques tournaient à plein régime. Même les routes menant aux bunkers montagneux voyaient plus de trafic militaire que d'habitude. Tout le monde se préparait. Car même si aucun missile n'a été tiré et qu'aucun coup de feu n'a été tiré, les règles du jeu avaient changé. Auparavant, la Chine partait du principe que les États-Unis étaient réticents à prendre des risques dans la région, que Washington reculerait devant une escalade, qu'un avertissement suffisamment fort provoquerait une hésitation. Mais le Lawrence n'a pas hésité. Il a traversé le détroit avec un professionnalisme clinique qui dit clairement une chose. Nous ne demandons pas. Et si cela devient la norme, alors toute la stratégie de la Chine, son jeu de bluff, ses opérations dans la zone grise, son contrôle stratégique par petites touches, commence à s'effriter. Car lorsque votre ennemi cesse de craindre votre réaction, vous perdez votre moyen de pression. Pékin le sait. C'est pourquoi la propagande a été si bruyante. C'est pourquoi les survols ont été poussés à la limite du trop près. C'est pourquoi la vidéo d'un destroyer suivant le Lawrence a été diffusée en boucle dans les médias d'État, comme pour dire « Nous contrôlons toujours la situation ». Mais le contrôle ne consiste pas à suivre un navire. Il s'agit de déterminer ce que ce navire va faire ensuite. Et pour l'instant, les seuls qui influencent les mouvements dans la région portent l'insigne de la marine américaine, ce qui nous amène à une vision plus large. Car il ne s'agissait pas seulement d'une confrontation. C'était un test de résistance. Les États-Unis testaient la volonté de Pékin d'escalader le conflit. Ils testaient jusqu'où l'APL était prête à aller avant de céder. Ils voulaient savoir si le détroit, depuis longtemps sujet à spéculation, allait réellement exploser sous la pression. Ce n'est pas le cas, mais les failles sont apparues. Une augmentation des communications, des déploiements de forces inhabituelles, une recrudescence des cyberattaques contre les infrastructures numériques américaines et alliées. Tout cela a été détecté dans les heures qui ont suivi le passage. Pékin était ébranlé, pas paniqué, mais suffisamment secoué pour revoir son plan d'action. Et c'est là que cela devient intéressant. Ce plan d'action, il partait du principe que le temps jouait en faveur de la Chine, que les États-Unis finiraient par se lasser de jouer les gendarmes dans le Pacifique, que Taïwan se sentirait isolé, que les alliances régionales se désagrégeraient sous la pression économique. Mais aujourd'hui, le temps n'est peut-être plus l'allié de la Chine, car chaque exercice comme celui de Balakotan renforce le bouclier régional. Chaque destroyer qui traverse le détroit de Taïwan sans scier repousse la ligne rouge. Et chaque fois que la Chine tente d'intimider par un survol de jet ou un destroyer à la poursuite, la réponse n'est pas la retraite, mais le renforcement. Le Pacifique devient plus vif, plus rapide, moins prévisible. Et lorsque l'imprévisibilité devient la norme, les risques d'erreurs de calcul montent en flèche. Un seul bip sur un écran radar, un pilote nerveux, une manœuvre mal calculée, il suffirait de peu.
Et soudain, on ne parlerait plus d'un transit de routine. On parlerait de points chauds, de rapports d'après-action, de guerre. C'est pourquoi cela est important. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un incident entre deux destroyers, c'était un message adressé au monde entier. Les lignes sont en train d'être redessinées, et les gommes avancent rapidement. Nous y voilà donc. Un destroyer, un détroit étroit, un message envoyé sans tirer un seul coup de feu. Mais ne confondez pas calme et tranquillité. Le détroit de Taïwan est désormais plus qu'une simple zone maritime contestée. C'est une scène. C'est une soupape de pression. Un terrain d'essai pour la dissuasion moderne. Et tout le monde observe pour voir qui va céder le premier. Car le prochain incident pourrait ne pas être précédé d'un avertissement. Et la réponse pourrait ne pas prendre la forme d'un communiqué de presse. Il ne s'agissait pas seulement d'un passage. Il s'agissait du rythme. L'initiative. Montrer que la marine américaine navigue toujours où elle veut, quand elle veut, et qu'elle ne demande pas l'autorisation de Pékin avant de le faire. Alors, qu'en pensez-vous? Ces opérations sont-elles nécessaires pour maintenir la paix? Ou sommes-nous à 2 doigts d'un point de non-retour? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et si vous souhaitez aller plus loin et soutenir directement la chaîne, rejoignez la flotte. Vous recevrez des badges de fidélité, des réponses prioritaires et vous nous aiderez à faire émerger davantage d'histoires vraies. Cliquez sur « Rejoindre » sur la page de notre chaîne et montez à bord. D'ici là, restez vigilants. Restez en sécurité et n'oubliez pas que parfois, la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de l'acier.